Bonjour, nous voici au chapitre 12 de notre cours de mathématiques de classe préparatoire TSI deuxième année et voilà, plein écran, sur un chapitre qui s'appelle Probabilité sur un univers dénombrable. Je vous rappelle qu'au chapitre 11, on a vu des probabilités sur un univers fini et on avait déjà vu une probabilité sur un univers dénombrable sans le dire, qui était dans les premiers exemples, quand on prenait 2D et qu'on s'intéressait à la première fois qu'on avait un double 6. Eh bien, les éventualités, c'est évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin, grand N étoiles. Et donc, on est avec un univers, l'ensemble des éventualités, qui est grand N étoiles et qui est ce qu'on appelle un ensemble dénombrable. Voilà. Donc, on va dire un peu ce que c'est qu'un ensemble dénombrable. C'est un ensemble infini, en fait, bien évidemment. Donc, un ensemble oméga est dit dénombrable si et seulement si il existe une application injective de n dans oméga. En fait, ça revient à dire qu'on peut faire la liste numérotée des éléments de oméga. Voilà. Donc, il y a des ensembles dénombrables qui sont bien évidents, grand N et grand N étoile par exemple, et puis des ensembles dénombrables qui sont beaucoup moins évidents, comme les décimaux, les rationnels. Ça, je vous les laisse. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour cela. Et si vous continuez à faire des mathématiques, peut-être que vous verrez ça, mais pour l'instant, c'est pas l'objet. Voilà. Donc notre univers, il est infini, et donc on a une infinité d'événements élémentaires, et donc bien entendu une infinité d'éventualités, puisqu'un événement élémentaire, c'est un événement qui ne contient qu'une seule éventualité, et donc bien entendu une infinité d'éléments. Voilà. Alors, on prend une suite infinie d'éléments, et on définit l'union infinie. Alors ça, c'est une chose qui n'a toujours pas été définie dans votre cours. On a vu l'union de deux ensembles. L'union de deux ensembles permet de faire l'union de 3, 4, 5, 6, autant qu'on veut, mais c'est une union finie. Donc, oméga appartient à l'union infinie, si et seulement si il existe des AN, si et seulement si il existe un N tel que oméga appartient à N. Pour appartenir à l'union infinie, il suffit d'appartenir à l'un d'entre eux. Même définition pour l'intersection infinie. Pour appartenir à l'intersection infinie, il faut appartenir à tous, ce qui fait que c'est la même définition, mais il existe N pour l'union infinie et devenu quel que soit N pour l'intersection infinie. Voilà. Donc, on dit que AN, une suite infinie d'événements, est un système complet d'événements, si et seulement si ils sont disjoints 2 à 2. Alors ici, I et J sont pris dans grand N. Donc si et seulement si ils sont disjoints 2 à 2, et si l'union infinie des AN, eh bien ça fait tout oméga. Vous voyez bien que ça généralise simplement la notion de système complet d'événements qu'on avait vu au chapitre précédent. Voilà. D'où la définition qui suit, qui est importante, de ce qu'on appelle une probabilité, non pas là, une probabilité sur un univers dénombrable. Donc une probabilité sur oméga, c'est une application de l'ensemble des parties de oméga dans 0,1, vérifiant P de oméga égale 1. Alors ça, c'est pas vraiment une nouveauté, puisque ça figurait exactement dans la définition d'une probabilité sur un univers fini, au chapitre précédent. Mais là où ça change, c'est que pour toute suite AN d'événements 2 à 2 incompatibles, la probabilité de l'union infinie des AN, c'est la somme de la série des probabilités de AN. Donc vous voyez que ce chapitre ici, vous voyez cette somme de séries numériques en fait, les probabilités des AN, chacun étant une série numérique, étant un nombre, on obtient bien une série numérique, et vous voyez qu'on recolle au programme d'analyse de l'année, qui était l'infini, et dans laquelle on a vu les intégrales généralisées, les séries numériques, les séries entières et les séries de Fourier.
et donc les séries numériques ici qu'on retrouve. Et une suite évidemment AN d'événements 2 à 2 incompatibles. C'est-à-dire que toute éventualité qui est dans un des AI est dans aucun des autres AJ, bien entendu. Bien, donc on va prendre un exemple assez simple. On tire une pièce non truquée jusqu'à obtenir pile. Donc l'univers, c'est évidemment une étoile, et pour n appartenant à une étoile, on a P de n égale 1 sur 2 puissance n. Alors pourquoi 1 sur 2 puissance n? Si la première fois que vous obtenez pile, c'est la énième fois, ça veut dire que de la première fois à la n-1e fois, vous avez tiré face avec une probabilité de 1,5. Et donc, pour la énième fois, vous avez tiré pile avec aussi une probabilité de 1,5. Donc, c'est bien 1 sur 2 puissance n, la probabilité de l'événement élémentaire n ou de l'éventualité n. Ici, on confond un petit peu les deux. Voilà, donc la suite, eh bien, ça suit en fait le même schéma que le chapitre précédent, à savoir indépendance et conditionnement. Donc indépendance qu'on ne mélangera pas, mais ça c'est pareil que dans les probabilités sur un univers fini, avec l'incompatibilité qu'on a vue par ailleurs et qui reste vraie, pour laquelle il n'y a pas fallu donner de nouvelles définitions, puisque quand on a parlé d'événements 2 à 2 incompatibles, eh bien c'était que pour 2 événements, donc il n'y avait pas une infinité d'événements incompatibles. C'était des événements, il y en avait une infinité effectivement, mais ils étaient 2 à 2 incompatibles. Donc la compatibilité n'est regardée que pour 2 éléments. Donc la définition, c'est exactement la même. 2 événements A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Voilà, ça c'est pas vraiment une nouvelle définition. Si P de B est strictement positif, alors les 2 événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A. Voilà. Ça, c'est une équivalence aussi sur l'indépendance. C'est-à-dire le fait qu'on sache que B soit réalisé n'influe pas sur la probabilité qu'on obtient à ce moment-là, puisque les événements sont indépendants. Donc, on obtient évidemment toujours probabilité de A inter B, c'est probabilité de A sachant B fois probabilité de B. La définition est la même et il n'y a pas besoin, encore une fois, de nouvelles définitions, puisqu'ici, je ne m'intéresse qu'à 2 événements. Donc, je n'ai pas besoin de nouvelles définitions. Et on obtient, bien évidemment, comme les 2 événements sont indépendants, si et seulement si P de A inter B, c'est P de A fois P de B, simplification par P de B, et on obtient le résultat. Alors, si on a une famille finie, remarquez, d'événements mutuellement indépendants, ça, par définition, ça signifie que P de A1 inter A2 inter AN, c'est P de A1 fois P de A2 fois etc. fois P de AN. Voilà. Donc ça, c'est la définition de ce qu'on appelle des événements mutuellement indépendants. Et encore une fois, il n'y en a qu'un nombre fini dans la définition. Alors, faites attention, si vous prenez 3, donc ça, je ne vais pas développer l'exemple, mais si vous prenez 3 événements qui sont 2 à 2 indépendants, ils ne sont pas nécessairement mutuellement indépendants. Voilà. Et on prend un double lancé d'une pièce non truquée, bon, finalement je vais le développer. L'événement A, c'est pile, 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 face. Voilà. L'événement B, pile, pile, face, pile. L'événement C, face, pile, pile, face. Voilà. Chacun de ces événements est de probabilité 1,5, puisque en fait dans A, c'est juste, ça revient à ce que le premier lancé ce soit pile. Hein. Okay. Dans B, ça revient à ce que le deuxième lancé soit pile. Et dans C, c'est un quart plus un quart, c'est-à-dire face puis pile, et puis pile puis face, et qui sont évidemment 2 événements incompatibles. Chacun de ces événements est de probabilité 1,5. A inter B, c'est PP. A inter C, c'est PF. B inter C, c'est FP. Hein.
pile-pile, pile-face, face-pile, qui sont tous de probabilité un quart. Et c'est-à-dire que ces événements sont 2 à 2 indépendants. Il n'y a pas de problème. Hein. La probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B. Mais A inter B inter C est vide, donc de probabilité nulle. Donc je n'ai pas la probabilité de A inter B inter C, qui est P de A fois P de B fois P de C. Évidemment, ça ferait 1/8. Voilà, donc faites attention à mutuellement indépendants, les prenez pas indépendants, 2 à 2, bien entendu. La définition d'une probabilité conditionnelle de A sachant B est la même, puisque en fait je n'ai besoin que de 2 événements pour cette définition, et donc je n'ai pas besoin de nouvelles notions. Par contre, au niveau de la probabilité, de la formule des probabilités composées, bien, il faut adapter cette formule qu'on avait vue dans le cas d'univers fini, dans le cas d'une suite infinie d'événements. Donc si on a AN, sous-entendu n appartenant à grand N, une suite infinie d'événements de conjonction non impossible, c'est-à-dire que la probabilité de l'intersection des AN n'est pas nulle, donc il y a au moins une éventualité de probabilité non nulle, allez, disons, c'est un petit abus, qui est commune à tous les AN, et bien alors la probabilité de l'intersection des AN, c'est P de A0 fois la probabilité de n égale à l'infini de P de AN, sachant l'intersection des AK entre 1 et n plus 1. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ça n'est juste que l'adaptation de la formule dans le cas du chapitre précédent, dans le cas des univers finis, adapté à cet univers infini. Donc, formule des probabilités totales qu'on obtient. Si on a AN, un système complet d'événements de probabilité non nulle, alors la série des P de B inter AN converge, et P de B, c'est la somme de n égale 0 à l'infini des P de B inter AN, c'est-à-dire la somme des P de B sachant AN multiplié par P de AN de n égale 0 à l'infini. Faites attention, ici, il y a une subtilité. Ce n'est pas n'importe quelle suite d'événements, hein. C'est un système complet d'événements qui est en jeu, hein, pour avoir ce résultat-là. C'est-à-dire que l'union de tous les AN, c'est oméga, et que les intersections 2 à 2 des AN sont vides. Hein. Voilà. Donc, on va retrouver la formule de Bayes, qu'on va de la même façon appliquer avec deux événements. Et je vais la donner directement ici avec sous la façon dont elle s'utilise le plus souvent, c'est-à-dire avec 2 événements qui sont grand A et son contraire grand A bar. Et ça nous donne P de A sachant B, c'est P de B sachant A fois P de A, sur P de B sachant A, P de A, plus P de B sachant A bar, P de A bar. En effet, ça c'est tout simplement P de B. La formule générale étant P de A sachant B égale P de A sachant B, c'est les 2 notations, égale P de B sachant A, P de A sur P de B, égale P de B sachant A, P de A sur P de B, en utilisant les deux notations possibles. Mais le plus souvent, en fait, on l'utilise avec A et l'événement contraire à bar, ce qui permet de remplacer P de B au dénominateur ici. Alors, vous allez me dire, ça ne simplifie pas. Non, votre formule, elle n'est pas plus simple, écrite, mais si je me suis permis d'insister dessus, c'est que c'est plus souvent sous cette forme-là, en écrivant P de B en fonction des probabilités conditionnelles par rapport à A et à bar, le contraire de A, l'événement contraire de A, qu'on l'utilise. Voilà, donc c'est sous cette forme-là qu'on l'utilise le plus souvent, même si cette forme-là peut vous paraître un petit peu plus simple. Alors une fois qu'on a nos
Probabilité, bon, on va faire des variables aléatoires. Évidemment, une variable aléatoire réelle, c'est une application de oméga dans R. La loi de la variable aléatoire, c'est pour tous les x appartenant à grand X de oméga, la donnée des P de grand X égale petit x. Voilà. Et qu'on note aussi P à un 10 grand X de petit x, c'est la probabilité de grand X égale petit x. Bon, c'est la loi de la variable aléatoire x. Moi, franchement, je préfère cette notation-là que je trouve plus claire à cette notation-là que je trouve pas très très claire, sachant que on a déjà une notation qui ressemble à ça dans les probabilités conditionnelles. Voilà. Bon. Donc ça c'est une question de goût, mais l'énoncé n'est pas obligé de respecter mon goût, bien entendu. Donc dans l'exemple du tirage d'une pièce jusqu'à obtenir pile, la variable aléatoire x est définie par x de n égale n. Voilà, donc la probabilité de x égale n. On peut définir la variable aléatoire x de cette façon-là, c'est ce qu'on va faire le plus souvent dans ce type d'exemple. Et la loi de la variable aléatoire, c'est évidemment P de grand X égale petit n, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n. Souvenez-vous, on l'a calculé ça précédemment. La fonction de répartition qui est croissante, qui vaut 0 en moins l'infini et 1 en plus l'infini, comme limite, de la variable aléatoire réelle x sur l'espace probabilisé oméga p, c'est l'application f de x égale la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Voilà. Donc, dans notre exemple, par exemple, excusez le pléonasme, dans notre exemple de tirage jusqu'à obtenir un pile, l'événement x inférieur ou égal à n, c'est la réunion des événements 2 à 2 incompatibles, qui sont x égale 1, x égale 2, jusqu'à x égale n, puisque x est inférieur ou égal à n. En effet, si x vaut 1, il ne peut pas valoir 2. J'ai d'abord obtenu un pile, donc je me suis arrêté, je n'ai pas relancé ma pièce. C'est bien des événements incompatibles 2 à 2. Et donc, P de x inférieur ou égal à n, c'est P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale n. C'est-à-dire, en fait, la somme de cette suite géométrique dont le premier terme est 1,5, qui contient n termes et dont la raison est 1,5. Donc, le premier moins le premier qui manque sur 1 moins la raison. Et donc, ça vous fait 1 moins la raison, ça vous fait 1,5. Donc, ça multiplie le numérateur par 2. Donc, ça fait 1 moins 1 sur 2 puissance n, la probabilité que x est inférieur ou égal à n. Voilà. On représente le graphe de cette fonction de répartition. Voilà, donc ça démarre à 1 en fait, ici avec un 1,5, un 3/4, etc., etc. Et puis ça avance. Ça avance jusqu'à l'infini avec une limite qui est 1. Voilà. Évidemment, il faut s'arrêter. Alors, la connaissance de la fonction de répartition permet de retrouver la loi de la variable aléatoire x. Voilà. Bon, je vais passer, vous lirez ça. Je vais passer là-dessus parce que j'ai jamais vu de problème dans lequel on demande de retrouver la loi d'une variable aléatoire à partir de la fonction de répartition. La fonction de répartition aurait surtout un intérêt dans un chapitre qui continuerait celui-ci et qui serait des probabilités sur un espace encore plus grand qu'un univers dénombrable. Voilà. Donc, on peut transposer une variable aléatoire par une fonction f. Donc si on pose que grand Y égale f de x, la probabilité de grand Y égale petit y, c'est la probabilité que f de x égale petit y. Et on peut le retrouver, bien entendu. Alors, à partir du moment où on a une variable aléatoire, on a une espérance. En fait, son espérance, c'est en quelque sorte sa moyenne pondérée.
Et la définition, en fait, généralise celle qu'on a dans le cas des univers finis, à condition, bien entendu, que, souvenez-vous, qu'on avait la somme des xn, p de x égale xn, ou des xk, p de x égale xk, de k égale 1 ou 0 à n, qu'on avait précédemment, dans le chapitre précédent, dans les probabilités sur un univers fini. Bien, en fait, il faut quand même vérifier que cette série converge absolument pour être sûr de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Donc on prend grand X, une variable aléatoire réelle sur un espace probabilisé dénombrable, prenant les valeurs grand X, prenant les valeurs xn avec n appartenant à grand N. On dit que x est d'espérance finie si et seulement si la série des xn, p de x égale xn converge absolument. En effet, on pourrait avoir une espérance infinie. Et dans ce cas, l'espérance de x, c'est justement la somme de cette série. Alors, pour l'instant, on ne voit pas trop la nécessité d'avoir une convergence absolue. Voilà, je vous le laisse pour l'instant. Vous le prenez comme ça, c'est la définition. Mais ça reste de toute façon la valeur moyenne de grand X pondérée par leur probabilité. Donc, si notre variable aléatoire x de l'exemple, eh bien, elle est d'espérance finie parce que la somme des n sur 2 puissance n converge. En effet, xn, c'est n, et la probabilité que x égale xn, c'était 1 sur 2 puissance n. Donc, en fait, c'est n fois 1 sur 2 puissance n, plus exactement, qu'on devrait avoir. Bon, cette série converge... d'Alembert, par exemple, vous donne la convergence, puisqu'il y a du géométrique, ça n'est pas difficile. On peut calculer son espérance en calculant évidemment la somme des xn, p de x égale xn, c'est-à-dire cette somme-là. Voilà, alors il y a besoin un petit peu d'une astuce. Vous savez que cette somme-là, c'est une série géométrique, mais c'est aussi, cette série géométrique, une série entière, donc on peut dériver terme à terme. Et donc sigma de n égale 1 à l'infini des n x puissance n moins 1, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Et donc si je remultiplie par x, sigma de n égale 1 à l'infini des n x puissance n, c'est x sur 1 moins x au carré. Et ici, x vaut tout simplement 1 demi. Et donc, si vous prenez x égale 1 demi, vous avez exactement la somme de cette série-là, de n égale 1 à l'infini. Et donc, on en déduit que l'espérance de x, dans notre cas, c'est 2. Ça veut dire que, en moyenne, en gros, le sens, ça veut dire qu'en moyenne, le numéro du premier pile, c'est 2. Voilà. Donc ça peut être 1, ça peut être 2, mais ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou même 17 312 si vous n'avez eu que des faces avant. Mais en moyenne, c'est 2. Donc les espérances restent une application linéaire. Voilà. L'espérance de ax plus b, c'est a espérance de x plus b, que la fonction constante 1 est une espérance de 1. Voilà. Ça, c'est pas difficile. Et on peut transposer aussi l'espérance, calculer l'espérance de la variable aléatoire y définie par phi de x. Alors en théorie, c'est phi de xn, p de x égale xn, qui doit converger absolument et qui vous donne l'espérance de phi de x, sans avoir besoin de recalculer les probabilités des y. Voilà, donc l'intérêt de cette formule-là, c'est de ne pas avoir besoin de calculer les probabilités des y. Il suffit de savoir calculer les phi de xn, ce qui est quand même beaucoup plus simple. La variance, c'est exactement la même définition. Si la variable aléatoire x carré est d'espérance finie, alors la variable aléatoire x est aussi d'espérance finie. Ça, c'est purement technique. Et si la variable aléatoire x carré est d'espérance finie, on appelle variance de x, le réel, v de x égale espérance de x carré moins espérance de x au carré. C'est aussi l'espérance de x moins espérance de x au carré.
Souvenez-vous, on avait donné ça comme définition dans le chapitre précédent, puis on avait dit qu'on calculerait comme ça. Bon, là, j'ai fait un petit impair. Je donne directement le mode de calcul qui nous intéresse, c'est plutôt celui-là, plutôt que celui-ci qui risque d'être un petit peu complexe. Donc la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Alors on développe sur notre exemple et on a ici une variance de 2. Donc à partir du moment où on a la variance, on aura l'écart type qui n'est jamais que la racine carrée de la variance. Évidemment, pour ça, il faut avoir une variance. Et pour avoir une variance, il faut que x carré soit d'espérance finie. Ça va nous redonner encore une fois l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev ou inégalité de Chebyshev tout court, que j'ai vraiment jamais vu servir dans un problème, mais bon, passons. Alors, les lois usuelles qu'on a, c'est la loi géométrique de paramètres P. Ça équivaut au lancer successif d'une pièce truquée et on veut l'apparition du premier pile, la probabilité de pile étant P. Voilà, donc P de x égale K, en fait, c'est P facteur de 1 moins P puissance K moins 1. En effet, si le premier pile est au rang K, ça veut dire que sur les K moins 1 premier rang, vous avez obtenu face de probabilité 1 moins P. Les événements successifs sont bien entendu indépendants, puisque on relance la même pièce, mais une autre fois, donc il ne va rien se passer entre les deux. Et donc, l'espérance, on la calcule, voilà, et la variance, ça vous donne 1 moins P sur P carré, c'est-à-dire Q sur P carré, l'espérance étant 1 sur P. Donc cette loi géométrique, alors bon, c'est bien de connaître, hein, c'est vraiment la répétition infinie des preuves de Bernoulli, c'est-à-dire deux possibilités, des événements indépendants bien entendu, et ça doit se deviner dans l'énoncé malheureusement, et l'espérance c'est la première fois qu'on a la réalisation de l'événement de probabilité petit p. Voilà. Ensuite, la loi de Poisson, alors qui elle est définie par P de x égale K, c'est exponentielle de moins lambda, lambda puissance K sur factoriel K. Et la loi de Poisson, en fait, modélise les temps d'attente, c'est-à-dire le nombre de voyageurs arrivant sur un quai de métro en 1 minute, le nombre d'atomes radioactifs qui se désintègrent en 1 seconde, le nombre d'erreurs de transmission sur une ligne ADSL par heure, etc., etc. Voilà, tous ces phénomènes qu'on appelle les temps d'attente. Vous pouvez vérifier que la somme de cette série, alors les événements sont incompatibles évidemment tous. Si x vaut k, c'est-à-dire que si dans le temps considéré il arrive k voyageurs sur le quai de métro, il ne faut pas k-1, il ne vaut pas 2, si k est différent de 2, etc. Et si vous prenez la somme de ces probabilités-là, la somme de cette série, donc, de k égale 0 jusqu'à n, vous sommez, et puis vous allez bien voir ce qui vous arrive. L'exponentielle moins lambda se met en facteur, et puis je retrouve la série là, qui est en fait le développement en série entière de la fonction exponentielle qu'on a vu dans nos exemples de fonctions qui sont connues. Donc si x est une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètres lambda, son espérance et sa variance sont lambda. Voilà. Ensuite, il y a les lois binomiales de paramètres npn, avec limite de npn égale lambda. Et si x suit une loi de Poisson de paramètres lambda, eh bien, quand n est grand, quelque part, la suite de variables aléatoires xn tend vers la variable aléatoire x, c'est-à-dire que la limite pour n infini des p de xn égale k, c'est P de x égale K. Alors, x est loi de Poisson de paramètres lambda, et xn,
Ce sont des lois binomiales NPN, donc là on est sur des univers finis, avec limite de NPN qui vaut lambda. Faites attention, n'oubliez pas cette condition-là, hein. Ne me dites pas que n'importe quelle suite de variables aléatoires de loi binomiale va converger vers une loi de Poisson, vers une variable aléatoire de loi de Poisson. Ça, c'est pas vrai. Il faut quand même que la limite de NPN soit lambda. La démonstration, je vous la laisse, pas un intérêt fou. Et voilà le tableau récapitulatif des lois usuelles. Alors là, j'ai remis sur un univers fini, Bernoulli et binomial, et géométrique et Poisson, qui sont sur un univers infini. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, ça termine le chapitre 12 et ça termine notre cours, la partie du cours sur les probabilités. Voilà, maintenant les probabilités, c'est un domaine difficile. Travaillez-les sérieusement, sinon vous allez ramer dès la première question quasiment. Voilà, on s'arrête.